Merci, Jared. Alors, notre dernière séance pour la journée portera sur le plaidoyer en action. Et dans ce panel, nous avons plusieurs personnes qui vivent avec leurs troubles musculaires, qui vont nous expliquer ce qu'ils ont fait pendant toute leur vie adulte de nombreuses façons. Donc, j'aimerais maintenant présenter chacun individuellement. Je vais peut-être m'exenter parce que je pense que ce panel, c'est de compter ses propres histoires. Et je trouve que la meilleure personne pour le faire, c'est chacun d'entre vous. Donc, je vais vous laisser le faire par vous-même. Alors, si vous avez quelque chose, vous pouvez écrire. Et si quelqu'un veut se présenter et expliquer un peu quel est votre cheminement dans le domaine du plaidoyer de la défense des droits des personnes handicapées, dans la transition vers la vie adulte, ça peut être là-dessus, ou comment vous avez pu naviguer dans le système adulte en général. On pourrait commencer par Kyle, peut-être? Oui, oui, bonjour. Je m'appelle Kyle. Bon, je m'appelle Kyle. J'espère que tout le monde s'amuse follement à la conférence. J'ai une atrophie, une amyotrophie spinale et bien sûr, mon plaidoyer a commencé quand j'ai fait la transition de l'état d'un enfant à l'état adulte dans le monde médical. Bon, essentiellement, avec le nouveau traitement qui arrive pour la la dystrophie musculaire et la myotrophie spinale. Ça a été difficile d'avoir l'approbation pour les médicaments parce que je vis en Ontario. Il semble quelquefois que c'est un emploi à temps plein pour essayer d'appeler constamment pour voir où ça se passe pour les médicaments et tout, et toujours rester en contact avec votre médecin et poser beaucoup de questions comme ça. Mais une des choses principales que j'ai découvert pendant ma transition à l'âge adulte, c'est que j'étais un peu perdu dans le système. Quand j'ai fait la transition du monde des enfants, du monde pédiatrique au monde adulte, je n'avais pas de neurologue. J'avais simplement un spécialiste de la réadaptation et pas de neurologue. Et ça, c'était ma grosse erreur. Parce que je n'avais pas de neurologue spécialisé dans les troubles neuromusculaires, j'ai perdu la trace de plusieurs essais. Je n'ai pas pu participer à plusieurs essais cliniques. J'ai manqué plusieurs informations. Je n'ai pas reçu ça avant plus tard, lorsque j'aurais pu entrer dans ces programmes. Alors, je pense que c'est une des expériences principales pour moi. Je me suis aperçu on peut se perdre dans le système. Il faut continuer d'essayer, il faut continuer à faire sa propre recherche, faire ses propres appels téléphoniques. Ça peut être intimidant, ça peut être comme sembler une tâche gigantesque par moment, mais on espère ça peut payer. Tous vos efforts peuvent être récompensés. J'ai fait quelques essais cliniques à Montréal, j'ai pu m'inscrire, là, etc., etc. Alors, c'est un petit peu ma biographie. Mon travail de plaidoyer, ça me fait plaisir de répondre à quelques questions que vous pourrez avoir. Merci, Kyle. Shailene, peut-être, on va vous passer la parole. Khalid a parlé de recrutement dans les essais cliniques. Pouvez-vous en parler un petit peu de ce recrutement dans les essais cliniques? Ah oui, certainement. Alors, je suis Shailene, j'ai 26 ans et j'ai une dystrophie musculaire de type 2. À 2018, j'ai commencé à faire du plaidoyer pour du financement pour du Spinraza. Ça fait presque un an que ça avait été accepté, soumis à Santé Canada. Il n'y avait pas de financement et en même temps, je faisais du plaidoyer pour avoir un essai clinique pour Rintabran, soit par l'intermédiaire du Canada. J'avais pu rentrer aux États-Unis. Ah oui, ça a été, comme Kyle a dit, ça a pris beaucoup d'appels téléphoniques, de réunions, et c'était un processus assez long avant qu'on me permette d'acheter Spinraza de ma poche. Et on a acheté 4 doses pour que je puisse me qualifier pour entrer dans un essai clinique pour Florazepam, fondé à New York. Et cet essai, je fais partie de cet essai maintenant depuis 3 ans, mais avant cela, j'avais aussi, j'étais ici sur l'essai clinique kinétique et j'ai constaté que très certainement, euh, passer des services jeunesse aux services adultes, j'ai trouvé que j'ai dû trouver toutes les choses par moi-même, faire les demandes par moi-même, euh,
avec tous les papiers que le médecin devait remplir, je les amenais au médecin. Mais dans tout ça, je n'ai jamais eu d'aide. Mon équipe médicale n'a jamais examiné ce genre de choses. Alors, oui, ça a été un processus très long et j'ai pu faire couvrir le Spinraza pour tous les âges en Saskatchewan parce que je viens de la Saskatchewan, c'est de là que je viens et je sais que dans beaucoup de provinces, ils ont encore à faire face à ce combat et je pense que ça a été là mon point. On ne peut pas se battre seul. On a besoin de tout le monde ensemble pour éviter le burn-out, pour renforcer son message. On a besoin d'organismes de plaidoyer. Alors, oui, le gouvernement va à l'encontre de nos droits humains parce que certaines personnes dans certaines provinces peuvent avoir accès au traitement alors que d'autres ne peuvent pas. Alors, je comprends à quel point c'est épuisant et fatigant de faire du plaidoyer. J'ai dû prendre des pauses moi-même. Mais, ouais, c'est là un peu d'où je viens. Merci, Shaylin. Jeff, tu veux prendre la suite? Merci. Merci, moi aussi. Quel était mon cheminement de plaidoyer pour avoir accès à certains médicaments? Peut-être que j'aimerais vous dire d'abord que mon principal point, c'est l'accès aux donneurs de soins. Mes parents ont vraiment fait du plaidoyer jusque j'ai toutes les ressources dont j'avais besoin pour passer à l'université et traverser l'université, des endroits où j'étais. J'ai dû déménager. J'ai déménagé vers l'Ontario avec les services. On a d'excellents services en Ontario, mais quand je suis retourné 1 an et demi chez nous, dans ma province d'origine, ce n'était pas la même chose. Alors, au début, j'étais complètement autonome, mais je suis venu retourner à la maison à vivre avec mes parents, à faire, qui s'occupaient de mes soins. Alors, j'ai recommencé. J'ai rencontré plusieurs responsables gouvernementaux. J'ai travaillé avec différentes universités, avec d'autres organismes de personnes handicapées dans ma communauté pour rebâtir ma force de plaidoyer et de défense des droits. De mon point de vue, ce qui a aidé à notre succès, c'était d'être capable de parler en utilisant des mots et le langage des personnes qui étaient dans ces différents services. Alors, il fallait que j'aie une approche objective pour avoir les services pour les soins dont j'avais besoin. Mais je ne pouvais pas le faire seul. Alors, il s'agissait de communiquer d'une façon que la personne puisse comprendre. Et actuellement, à la fin de la journée, quand on parle de ces services, c'est toujours une question d'argent. Alors, il faut comprendre les questions d'argent sous-jacentes. Je les donnais à des spécialistes, ces informations. Merci, Jeff. Khalid, tu veux être le suivant? Oui, je peux parler de moi-même en tant que défenseur pour mes préposés à soins. Je peux imaginer qu'il s'agit de quelque chose qui peut être assez difficile, mais défendre vos besoins quand vous avez besoin de certains soins, je pense que c'est très important de pouvoir plaider pour soi-même. Ceux qui ne sont pas en prise en charge autonome, ceux qui reçoivent des soins par des agences ou ceux qui reçoivent des soins de fournisseurs, je pense que c'est très important de communiquer vos besoins. Dites-leur vraiment ce dont vous avez besoin. Et je pense que c'est très important que vos besoins soient comblés. Parce que malheureusement, dans certains cas, ça ne sera peut-être pas très facile. Je peux imaginer qu'il y a des ressources dans plusieurs parties du pays. Je comprends cela. Les niveaux de ressources sont différents d'un endroit à l'autre, mais c'est très important de parler. C'est très important de parler quand il est question de vos soins en général. Je peux compter l'histoire. À un moment donné, j'étais à l'hôpital l'an passé. Et comme vous le savez, les personnes qui ont des troubles neuromusculaires ont de la difficulté avec l'anesthésie. Et je pense qu'il y a une lacune ici en ce qui concerne les soins adultes. Il faut remplir et combler cette lacune. Ce n'est pas comblé encore. Ces problèmes d'anesthésie chez les personnes qui ont des troubles neuromusculaires. Il faut promouvoir cela. Il faut plaider pour ces besoins spécifiques qui doivent être satisfaits. Le point où je vais en arriver, c'est que poussez tant que vous le pouvez. Sachez quels sont vos besoins et n'ayez pas peur d'en parler. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en bout de ligne, c'est votre santé et c'est très important que vous parliez pour obtenir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin. Stéphanie, vous voulez être la suivante?
Bon, je ne vais pas parler de quelque chose de personnel. Je fais ça en général, mais je fais du plaidoyer de façon générale. Mais une des choses, c'est que vous devez être le gestionnaire de vos propres besoins de santé et comprendre ce dont vous avez besoin en termes de soins de santé. Souvent, je vais donner un exemple ici, en fait. Mon médecin de famille, mon omnipraticien, me référait souvent à quelqu'un parce que j'avais un problème, parce que j'avais besoin de chirurgie. Je savais très bien que cette personne ne serait pas qualifiée une fois que je les ai rencontrés. Il était nouveau, ce type de chirurgie, c'était nouveau pour lui. Et il m'a regardé comme si je venais d'une autre planète. Il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Alors, j'ai compris rapidement que, comme on a parlé plus tôt ici dans la séance, que on peut aussi faire nos propres recherches et demander à être référé à des médecins spécifiques. On a ce genre de capacité quand on veut s'occuper de sa propre santé, de son propre bien-être. C'est une chose importante. Et il faut bien comprendre que vous êtes celui qui prend en charge vos soins de santé. Le système de santé n'a pas été conçu pour des gens qui ont des handicaps. Je n'aime pas dire ça, mais c'est vrai. Tout le monde sait déjà quand on entre dans un hôpital, par exemple. Ils n'ont pas ils n'ont pas pensé aux personnes handicapées. C'est sûr que les choses changent, mais on s'en aperçoit quand on rentre dans n'importe quel hôpital que ce n'est pas le cas. On s'aperçoit que les médecins sont des personnes comme d'autres et ils ne sont pas meilleurs que vous. Vous pouvez leur poser des questions et vous pouvez dire non à des choses qu'ils vous proposent. Si ça ne vous convient pas, j'ai besoin d'aller prendre une radiographie qui a de l'accessibilité par fauteuil roulant. J'ai besoin de ça. Je ne peux pas aller prendre une radiographie s'il n'y a pas un accès par fauteuil roulant. Quelquefois, nous devons devenir les éducateurs de nos médecins de premier contact. Ça peut être très fatigant et très intimidant parce qu'ils ne pensent pas nécessairement qu'on comprend nos corps autant qu'on les comprend parce qu'on vit dans ce corps. Et tout le monde peut probablement comprendre ça, peut probablement faire écho à ça. On se connecte, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il me disait pendant un certain temps, ça n'avait l'air de rien, mais il y avait quelque chose. On dirait que vous n'avez rien, mais non, j'avais quelque chose. Donc, il s'agit de s'assurer que s'il y a quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qui se produit, quand un événement se produit, n'acceptez pas un non. Je vais vous donner une autre anecdote un peu différente. J'ai rencontré quelqu'un quand j'ai eu 50 ans. Ils allaient pas me donner une mammographie. J'ai dû aller faire ma mammographie. Ils pensaient que c'était trop difficile pour une personne handicapée d'avoir cette mammographie. Alors, j'ai dû faire ma propre défense des droits pour déterminer comment, où est-ce que c'est accessible pour avoir une mammographie, etc., etc. Et quelquefois, on se sent dépassé et on va se sentir de plus en plus dépassé. Vous verrez, à mesure que vous vieillirez, c'est bien d'avoir confiance et de dire ce que vous pensez franchement à votre médecin et à toutes les personnes qui vous assurent des soins. Merci. Merci beaucoup pour cela, Stéphanie. Jared, tu voulais intervenir? Oui. Alors, je suis Jared. Vous m'avez vu probablement pas mal aujourd'hui. J'ai 33 ans et je vis en Ontario. Je vais vous donner un petit peu quelques notes sur certaines des choses que j'ai faites récemment comme plaidoyer. J'ai 33 ans, comme j'ai dit, et j'ai mis ma demande pour avoir accès au Spinraza. J'ai fait ma demande à la fin 2018 ou très tôt en 2019. Et je n'ai rien entendu, je n'ai pas eu de nouvelles, mais en même temps, j'avais entendu parler de quelques autres collègues qui me disaient qu'ils allaient avoir le Spinraza, qu'ils allaient avoir une approbation pour couvrir ce médicament. Je n'ai toujours pas entendu, là, pour ne pas être trop long, dans ces 3 ans et demi qui viennent de s'écouler, on a tout fait, des pétitions, des lettres, des articles dans les journaux, des balados, des podcasts, là, pour mettre en vedette n'importe quoi. On a fait une pétition avec 18 000 signatures
pour donner aux adultes un accès égal à ces médicaments, à ces traitements. Et c'est un combat qui a été très frustrant par moments parce que très souvent, il n'y a pas de réponse. Et même si les gens vous disent qu'ils travaillent en coulisses pour vous et que les choses avancent, quand vous n'avez aucune preuve tangible, ça va vous déprimer un peu. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec mes médecins ici, dans la région de Niagara, et certains de mes collègues qui ont la dystrophie musculaire, qui ont eu accès au traitement, ont aidé à me diriger vers le bon chemin pour être en contact avec certaines des bonnes personnes. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans l'incertitude. Je n'ai toujours pas de réponse à ce sujet. Et je suis chanceux que je puisse me fier à des organisations comme Dystrophie musculaire Canada, DMC, pour m'aider, à me guider, pour me dire où je dois aller par la suite. Oui, ça, c'est important pour moi, pour avoir accès au traitement. J'ai 33 ans, je suis un bébé, là, 34 ans en janvier. Ces traitements pourraient faire toute la différence. Je vais avoir un bébé bientôt en janvier pour pouvoir tenir mon bébé dans mes bras dans 2, 3 ans. C'est très important, ces traitements. Non seulement ça va faire une différence pour moi, pour prendre une tasse de café, pour me nourrir, pour me prendre mon bain, pour me rafraîchir, me nourrir de la façon. Quelquefois, ça me semble insensé. Et souvent, on dirait que ces gens-là qui prennent des décisions ne comprennent pas que des gens comme nous, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui s'écoule, c'est une grosse perte. Ça fait une grosse différence. Si vous regardez ma progression il y a 3 ans vers l'état où je suis là, actuellement, où j'ai fait ma demande, je ne dis pas ça, que le traitement peut marcher, je ne suis pas sûr, je ne sais pas comment je réagirais, mais je ne peux qu'imaginer que si j'avais eu ce traitement il y a 3 ans ou si ce traitement avait été disponible lorsque j'ai eu mon diagnostic à l'âge de 13 ans, 20 ans plus tard encore, être encore là avec rien, c'est décourageant. C'est décourageant, mais je compense grâce à ces séances aujourd'hui. Comme je l'ai dit, comme je l'ai répété, c'est une des raisons pour lesquelles je continue de faire ces choses. C'est pour ça que je me lève le matin. Parce que, en bout de ligne, le traitement pour nos soins de santé, c'est un gros point. Et on mérite tous d'avoir accès, peu importe où l'on vit, peu importe combien d'années vous avez, peu importe votre âge. On a besoin de cela. Et je pense que c'est ça qu'on veut faire ici. On veut continuer de se battre et montrer aux gens qu'on continue de se battre. Et on ne va pas disparaître dans la nature. Non, je ne serai pas quelqu'un comme ça. Alors, on va y arriver. On est très proche. On est plus proche qu'on n'a jamais été. Alors, ça c'est mon cheminement jusqu'à présent. Merci, Jared. Maintenant, Nouma, vous voulez partager votre expérience? Oui. Alors, je dirais que moi, je suis en plaidoyer pour moi-même à plusieurs niveaux et avec des organisations comme Dystrophie musculaire Canada pour obtenir un traitement. Moi, je me trouve tout le temps en besoin de plaider pour avoir le bon équipement, la bonne machine, pour que j'ai certains services médicaux qui conviennent à mes propres besoins parce que nous sommes tous différents. Ça a été difficile aussi d'obtenir des références quelquefois pour trouver les meilleurs services spécialisés. Soit que les références m'étaient refusées ou mes besoins n'étaient pas couverts ou j'avais des gens que je devais éduquer quelquefois, des médecins d'urgence, des urgentologues qui me demandaient est-ce que ça ne serait pas relié à votre dystrophie musculaire, par exemple? Et c'est lui le médecin, moi je suis la patiente, mais je dois lui dire c'est quoi le gros défi. Quelquefois, quand on ne veut pas être d'accord avec eux, on fait une plainte médicale. À ce moment-là, ils se tournent immédiatement contre la dystrophie musculaire. Ils ne pensent pas à autre chose que la dystrophie musculaire. J'ai peut-être, oui, j'ai la dystrophie musculaire, mais je peux avoir d'autres problèmes aussi. Ce n'est pas nécessairement la dystrophie neuromusculaire. Il faut constamment se battre et être présent à chaque étape. Et c'est fatigant, c'est épuisant, c'est très épuisant. Et c'est sûr que je dois aussi prendre la défense quelquefois pour d'autres choses qui ne sont pas médicales, qui n'ont pas rapport avec des traitements, avec l'employeur,
Ça a été aussi un combat difficile. Mais heureusement, j'ai gagné et aussi, j'ai plaide pour mes clients parce que je suis une travailleuse sociale et je dois plaider pour mes clients. Quelquefois, être un défenseur pour qu'on puisse traverser certaines choses incertaines parce qu'il y avait certains manques de communication entre le fournisseur et l'ergothérapeute, peut-être, qui s'est vu refuser certains types de financement. J'ai dû plaider avec des propriétaires pour accommoder des clients. Alors, il semble que c'est chaque jour qu'il faut plaider, chaque jour, soit que je plaide pour moi-même ou pour mes clients ou pour des groupes plus larges, surtout des groupes de personnes qui ont la dystrophie neuromusculaire. Quelquefois, je veux simplement prendre une pause pour recharger mes batteries. Quelquefois, je dois être priorisé dans ma liste de choses à faire parce que je dois faire des priorités. C'est trop quelquefois. Et quelquefois, je dis, c'est assez. J'ai besoin que quelqu'un d'autre parle à mon nom. Je suis fatigué de cela. Et je l'ai fait une fois parce que c'était très, très difficile et ça ne me fait rien de le refaire au besoin. Merci, Nouma. Merci à tous ceux qui ont partagé leur histoire également. Je pense que c'est très important pour les personnes ici, surtout quand on fait la transition vers l'âge adulte. C'est très important d'entendre parler de ceux qui l'ont fait et comment ils ont plaidé leur cause. Sachez que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement de plaidoyer. Si on veut maintenant répondre aux questions dans le temps très limité qui nous reste, Jeff, s'il y a d'autres personnes. Jeff, vous avez levé la main. Voudriez-vous intervenir avant qu'on passe aux questions? Oui, oui. Essentiellement, j'aimerais parler de ce que Nouma a dit. J'aimerais faire écho. Quand elle dit qu'il faut prendre en charge ses soins de santé, c'est très important parce que la santé, tout va être relié à cela. Et comme je l'ai fait l'an passé, quelquefois, on est perdu. On est à l'hôpital. Si on est à l'hôpital, il faut plaider pour soi-même parce qu'on est malade. On est incapable de le faire. Les gens pensent qu'on était capable de le faire. Il faut avoir un plan d'urgence qui soit bien documenté pour moi-même, que je porte avec moi si j'ai à entrer à l'hôpital. Et l'an passé, j'ai été pour une chirurgie à la salle d'urgence et ça a été plus efficace. Et parce que j'avais ce plan en place, au cas où je serais hospitalisé, j'ai pas eu trop de problèmes à l'hôpital et j'ai pu avoir mes besoins satisfaits aussi bien dans la salle d'opération ainsi que par la suite. Donc, c'est très important. Non seulement quand vous allez rentrer, gardez pas ça pour vous parler. Tout le monde doit savoir ce que vous avez, quels sont vos besoins et il faut que ce soit très bien expliqué et partagé avec les professionnels pour qu'ils puissent savoir quoi faire pour quelqu'un dans votre situation. Et maintenant, Khalid, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais dire d'abord que ce que j'entends, c'est absolument merveilleux ce que j'entends. Et c'est comme vous poussez très fort. Et je pense que ça peut être fatigant quelquefois. Et je sais que ça peut être frustrant aussi quelquefois, Kyle et les autres. J'aimerais juste partager que ce n'était pas facile. Et j'espère qu'à mesure qu'on en parle davantage, ça va devenir plus remarquable. Much in the future. So, what I want to get at is Non, on that va pas plaider autant dans l'avenir, j'espère. Alors, où je veux en venir, c'est que c'est très important, comme on l'a dit, c'est comme d'être bien au courant de vos soins, mais gardez d'autres personnes dans la boucle. Vous savez que c'est très important de vous occuper de vos propres affaires, mais aussi, c'est bon d'avoir des alliés. C'est super important, des gens qui vont plaider pour vous. C'est important de vous relier à des ressources, à d'autres qui pourront vous aider. Parce que ça peut être une bataille qui va vous épuiser. Je peux vous le dire de première main parce que j'ai passé par là. Non seulement on fait du plaidoyer, mais permettez à d'autres personnes d'entrer dans votre monde. Permettez à d'autres personnes et même des membres de votre famille dans vos situations d'urgence. Gardez-les au courant de quels sont vos désirs, vos souhaits. C'est très important que vous communiquiez ça aux gens autour de vous. Mettez les gens au courant. C'est bien d'être responsable si vous allez dans une chirurgie ou quoi que ce soit. Vous voulez avoir d'autres personnes qui vont vous aider le long du chemin. Alors, soyez autonome, mais n'aurez pas peur d'informer d'autres personnes, de laisser
travailler pour vous. Absolument. Maintenant, je vais passer la parole à Omira parce qu'on veut respecter le temps. Je pense qu'il y a quelques questions. Est-ce que je peux vous donner juste un seul dernier conseil? Ce que j'ai dans ma maison, dans ma salle de bain, c'est le premier endroit où je vais. Ça dit keep calm and carry on. Reste calme et continue tes activités parce que chaque jour, on plaide pour notre santé, mais quelquefois, chaque jour, il faut se lever aussi et se calmer. Rester calme tout en continuant d'agir. Et c'est ce que je fais et j'espère que ça peut aider quelqu'un d'autre. Si c'est assez semblable, c'est un thème courant dans la chatbox, dans la boîte de clavardage. Je vois des commentaires sur le stress, l'anxiété, la culpabilité, l'épuisement. Il y a une question que j'aimerais partager sur la culpabilité. Cette personne a dû un traitement actif pour leur dépression majeure et quand ils ont entendu parler que d'autres personnes plaidaient pour le traitement dans d'autres provinces, ils se sentent coupables d'avoir ça alors que d'autres n'ont pas. Pouvez-vous parler de cela? Apparemment, oui, ça a été un gros combat pour moi dans mon travail de plaidoyer. Depuis que j'ai eu accès au traitement, il y a une tonne de culpabilité qui vient sur vos épaules quand vous avez accès à un traitement, tout en sachant que d'autres se battent encore pour avoir ce traitement que vous avez la chance d'avoir. C'est difficile de parler des améliorations que le traitement vous donne quand vous savez qu'il y a tellement de personnes qui ne peuvent pas connaître cela actuellement. Et je pense que parce qu'au Canada, les gouvernements, la façon dont c'est fait, chaque province est financée séparément, ça crée vraiment un fossé dans notre communauté aussi. Et oui, franchement, j'ai vu pas mal de personnes avec qui j'étais ami dans la communauté et qui ne veulent plus me parler à cause du chemin que j'ai pris et de la direction que j'ai prise. Et c'est la première conférence à laquelle j'assiste maintenant depuis que j'ai reçu le traitement parce que c'est très dur d'entendre. On a l'impression qu'il n'y a pas de moyen d'aider tout le monde à y avoir accès. C'est très décourageant. Et j'espère qu'on pourra s'asseoir de chaque côté du fossé alors qu'il y a un traitement qui pourrait aider tellement de personnes parmi nous. Merci d'avoir partagé cela, Shaylin. Oui, je pense que c'est vraiment triste que quelquefois, le plaidoyer nous divise dans notre communauté et je pense que c'est malheureux. Et honnêtement, tout le monde ici a fait un excellent travail pour faire du plaidoyer. Et merci beaucoup d'avoir partagé vos histoires. Jared, tu veux dire mot final? J'aimerais juste intervenir très rapidement ici pour commenter sur ce que Shailene a dit, comme quelqu'un qui n'a pas accès au traitement hein, et qui a beaucoup de collègues qui ont accès au traitement. Ça, c'est personnel à moi. Je ne peux pas parler au nom de qui que ce soit d'autre, mais personnellement, j'aime beaucoup voir tout ce que vous faites. J'adore le fait que vous ayez accès à ce traitement. Ça me donne de l'espoir pour moi-même. Je sais que je ne l'ai pas, mais le savoir que ça existe et qu'il y a des gens qui le reçoivent, moi, je pense que tout commence par un raz-de-marée. Ça n'arrivera pas d'un seul coup. Je pense que ça prend des gens comme vous, ça prend des gens comme Tori pour vraiment faire rouler le ballon et commencer le bal. Et je pense que c'est tout dommage si les gens le prennent comme ça. Je pense que c'est la mauvaise façon d'y penser, surtout dans une communauté comme la nôtre. Et c'est un petit peu décourageant d'entendre ça, mais j'aime vraiment ce que nous avons bâti ici, ce que nous avons fait partir. Thanks. I really appreciate hearing. Et j'apprécie réellement d'entendre ce point de vue. Et si vous voulez aussi le dire à Tori, malgré qu'elle anime, elle a fait tout un travail incroyable pour la défense des droits des patients et j'aimerais bien me rendre là où elle s'est rendue. Merci, merci Shailene. Je crois que vous m'avez fait sentir très à l'aise et vous étiez une des premières Canadiennes dont j'ai entendu le récit et je vous remercie également puisque vous êtes là pour nous parler à nous tous et ça a vraiment changé
tout le monde justement pour avoir accès au traitement au Canada. Et ça nous pousse à partager nos récits, nos histoires et pour nous aider nous-mêmes. C'est la vérité. Et nous sommes impliqués pour toutes les personnes qui vivent avec l'AS. Et merci, Shailene. J'aimerais remercier ce panel qui est incroyable. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais j'aimerais présenter Maya Anziv, notre dernière conférencière.